Donc, pour cette quatrième conférence de l'après-midi, nous accueillons Zuzana Bartoszova, qui est spécialiste de l'art du XXe siècle. Elle est l'auteure d'une thèse sur la scène slovaque non officielle des arts plastiques dans les années 70 et 80, 1970 et 1980, qu'elle a soutenue en 2006 à l'université de Palaki, l'université Palaki à Olomouc, en République tchèque. Elle a été conservatrice à la Galerie nationale slovaque de 1970 à 1990, qu'elle a dirigée de 90 à 92. Elle a ensuite enseigné les beaux-arts à l'université de Janáček de Brno en 1993 et 1994, puis à l'université de Trnava de 93 à 98. Elle a organisé plusieurs expositions sur l'art slovaque de la première moitié du XXe siècle dans le cadre de la Galerie nationale d'art slovaque, mais parallèlement, elle a aussi cherché à, à défendre de manière clandestine les artistes contemporains en publiant des catalogues sous forme de samizdat. Elle a fondé et présidé la section slovaque de Laika de 1993 à 2000. Et enfin, elle est aujourd'hui membre de l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie slovaque des sciences. Voilà, je vous laisse la parole pour cette conférence sur l'art du partage en Slovaquie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous saluer tous et de vous exprimer ma reconnaissance pour m'avoir invité à faire cette conférence à l'Institut national d'histoire de l'art à l'occasion des Journées du patrimoine. C'est pour moi un honneur et une joie à la fois de vous familiariser avec l'art du partage en Slovaquie dans la seconde moitié du XXe siècle, en montrant bien sa source d'inspiration, l'activité des nouveaux réalistes. Leur exemple a eu des résonances jusque dans l'art visuel des pays européens derrière le rideau de fer, dit socialiste, en l'occurrence l'ancienne Tchécoslovaquie, qui comprenait bien évidemment la Slovaquie. La terminologie slovaque de la critique d'art n'utilise pas le terme art du partage. On parle plutôt d'art participatif ou de participation, c'est-à-dire d'une communauté d'auteurs dans la création d'œuvres collectives, d'art qui déborde dans la vie, voire même des frontières qui se chevauchent entre la réalité artistique et la réalité vécue. Le terme de partage s'utilise surtout en Slovaquie dans le cadre de la communication par Internet. La nuance subtile entre partage et participation, qui est possible en français, mais m'a ainsi donné une impulsion lorsque j'ai conçu cette conférence pour analyser de plus près des œuvres collectives pour lesquelles je n'utilisais jusqu'à présent que le terme de participation, et ceci, qu'il s'agisse d'une communauté de création ou alors que nous soyons en présence de la participation active du public, par exemple dans le cas des happenings ou de ce type de célébration collective. Je vais donc tâcher d'utiliser le mot participation dans le cas d'une communauté de création d'artistes, lors de la conception et la réalisation d'actes artistiques, et le terme partage lors d'une présence active d'un public profane, laïque, à des propositions artistiques de type happening, célébration, événement. Vous qui m'écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous voudrez bien m'excuser si je n'arrive pas toujours à saisir et bien utiliser la limite subtile entre les mots partage et participation. Merci. Le français n'est pas ma langue maternelle. Le grand magicien artisan de l'art du partage en Slovaquie est et reste Alex Mlynarčík, ami personnel du fameux critique d'art Pierre Drestany, qui fut la tête penseuse du groupe des nouveaux réalistes au début des années 60. C'est inspiré par l'activité de ce groupe d'artistes et suite à ses discussions avec Pierre Drestany qu'Alex Mlynarčík a conçu des happenings et des fêtes qui ont modélé
Le profil de l'art slovaque au milieu des années 60 ont même pénétré sur la scène internationale. À ces actions ont pris part ses pairs artistes slovaques et d'autres artistes reconnus en Europe et en Amérique, et toutes ont partagé ce moment avec la participation active de nombreux participants qui sont venus voir l'exposition, habitants des villes et des campagnes qui se trouvaient partout dans leur situation sociale authentique, partout où il a réalisé son œuvre. Les disciples qui ont accompagné ont suivi Mlynarczyk travaillent chacun avec sa propre politique personnelle, mais ils mettent en avant le partage de l'œuvre avec les destinataires, des gens qui prennent une part active à ces actions et happenings. Certains d'entre eux sont systématiquement intervenus pour réformer et remodeler la situation sociale et politique au cours du processus de démocratisation de la Révolution tendre qui a mis fin en 1989 en Tchécoslovaquie à un régime communiste de 40 ans qui prenait appui sur la grande puissance politique et idéologique de l'Union soviétique. Il faut rappeler que la Slovaquie a fait partie intégrante de la Tchécoslovaquie jusqu'en 1993. Cependant, en 1968, c'était un État fédéral et ceci s'est marqué dans sa culture et donc dans son art. Les langues des deux nations, tchèque et slovaque, sont certes très proches. Les gens se comprennent même si chacun parle sa propre langue. Mais la mentalité des uns et des autres est un peu différente. Et ceci a un impact surtout en art, et cet impact est particulièrement fort dans les arts visuels auxquels je me consacre depuis longtemps. Donc, en Slovaquie, c'est le jeune Alex Mlynarczyk qui a apporté un regard neuf sur les possibilités des arts plastiques. En 1964, il va voir Pierre Restany à Paris, le personnage clé du nouveau réalisme, et il se familiarise avec les combats artistiques du groupe dont il avait juste entendu parler. Il revient en Slovaquie avec cette conviction nouvelle que l'art doit déborder le cadre, en particulier le cadre de la toile. Il s'est rendu compte que les artistes parisiens ne peignaient plus, mais qu'ils faisaient des collages et des décollages, des objets, des environnements et des installations, qu'ils conçoivent et réalisent des happenings, des événements, des cérémonies, des fêtes. Il a appris que pour créer une œuvre unique, plusieurs auteurs peuvent se mettre ensemble et que ce processus peut prendre part non seulement des artistes, mais aussi des spectateurs. Il s'est approprié ce point de vue. L'art peut déborder sur la vie. En 1966, a eu lieu à Prague le congrès mondial de l'Association des critiques d'art qui s'est ensuite terminé à Bratislava. Pour les participants qui sont venus jusqu'à cette ville, Mlynarczyk a présenté un environnement du champion recouvrant l'art et la vie. Sur les toilettes publiques de la ville, il a installé pour 3 jours 7 miroirs qu'il a ornés d'inscriptions en hommage à Saint-Anton, à Bourges, à Chevalier, à Godot, à Pistoletti, à Filco et à Luren simplement. Le titre de ces hommages était « Manifestation permanente ». Je rappelle au passage que les expositions officielles organisées à l'instigation à l'AICA à Bratislava ne reconnaissaient que les disciplines plastiques traditionnelles, les tableaux, la peinture, donc les sculptures, les dessins et les gravures. Leur langue était la plupart du temps réaliste, même s'il y avait moins cette fois là qui relevait de l'esthétique du réalisme socialiste que dans les expositions qui avaient eu lieu quelques années auparavant. La période stalinienne se terminait pour l'art. Cependant, les manifestations permanentes de Alex Mlynarczyk étaient étrangères à la conception de l'art que l'on avait à l'époque. Elles choquaient. Au cours de l'année suivante,
En 1967, Alex Mlynarczyk se concentra sur la préparatif d'une exposition parisienne à laquelle il convia comme artiste co-auteur Miloš Urbášek. Ce fut la galerie Raymond Cazenave qui la présenta sous-intitulée La Tentation, et c'est Pierre Restany qui écrivit et prononça le texte introductif. La Tentation était une installation provocatrice de mannequins féminins tels que ceux qu'on utilise dans les magasins de vêtements. Cependant, ici, ils posaient nus. Les spectateurs de l'exposition, à la demande des auteurs, partageaient le sexisme indécent des années 60. Sur les corps des mannequins, ils dessinèrent différents motifs ou y apposèrent leur signature. Certains ne se contenèrent pas de signer sur les mannequins, mais ils le firent même sur les bras dégagés des visiteuses de l'exposition et qui étaient consentantes. Le printemps 1968, Alex Mlynarczyk le passa à Paris aux côtés de Pierre Restany. Il partagea avec lui l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Il intégra par ailleurs les événements, y compris les slogans de protestation sur des affiches ou sur les murs dans son œuvre. Manifestation permanente. Cette expérience collective vécue accentua encore son désir de partage en tant que tel. Mais après son retour en Slovaquie, c'est une autre expérience vécue, tragique cette fois, qui l'entendait. L'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie le 21 août 1968, qui immobilisa la Tchécoslovaquie pour plus de 20 ans. Il riposta à cela en boycottant la Biennale internationale des jeunes artistes Danuvius 68, qui devait prendre le relais de la Biennale des jeunes parisiennes. Avec Eric Dittmann, ils s'envoyèrent à leurs amis de petits sacs munis de l'inscription « La terre qui restait ». En tant qu'être humain et artiste, Alex Mlynarczyk se caractérise par un désir d'amitié sincère, de travail communautaire, de bonne entente avec les gens qu'il aime, et cela tant sur le plan humain que dans sa création. Ces dispositions lui font accepter les règles de base des nouveaux réalistes pour qui la cordialité des relations était une évidence. Les amis qu'il y a gagnés grâce à Pierre Restany lui ouvrirent d'autres dimensions, non seulement à sa création, mais aussi à sa vie. L'art du partage en faisait partie intégrante. En 1971, Alex Mlynarczyk organisa le mémorial de Edgar Degas. Il fit rentrer dans l'histoire de l'art sous ce nom de vraie course des chevaux qui aura lieu à Liptovský Mikuláš, petite ville du nord de la Slovaquie, en référence au tableau de l'artiste qui ont pour thème les courses hippiques. Il organisa l'événement en deux parties. D'abord, avant la course proprement dite, une mise aux enchères d'œuvres plastiques à Bratislava, où furent ainsi vendus les travaux des amis de Mlynarczyk, de nouveaux réalistes, tels que César, Dufresne, Niki de Saint-Phal, Rotella, San-Juan, Bertini, ainsi que celles du néoconstructiviste Gyula Košice et de deux auteurs slovaques, Urbášek et Jakubík. Toutes les personnes présentées, artistes et critiques d'art, amis et simples connaissances, partagèrent cet événement. Ceux qui ont amusé et acheté sont aujourd'hui propriétaires d'œuvres d'auteurs mondialement reconnus. Le bénéfice de cette vente aux enchères a incité les auteurs en question à consacrer d'autres œuvres aux vainqueurs réels des vraies courses hippiques de ce mémorial Edgar Degas. À l'époque, il n'y avait pas de marché libre des œuvres d'art en Tchécoslovaquie, ni donc en Slovaquie. C'était alors les institutions de l'État qui en avaient le monopole. C'était donc la première fois que les participants faisaient
l'expérience d'un vent privé. Il faut donc souligner l'inventivité d'Alex Mlynarczyk qui créa une situation semblable à celle qu'il connaissait à Paris. Il permit aux participants de cette vente aux enchères de vivre cette expérience comme si le monde n'était pas divisé par le rideau de fer. Et ces derniers ont spontanément partagé cette expérience. Les véritables courses hippiques ont eu lieu quelques jours plus tard. Sur cette affiche qu'Alex Mlynarczyk publia pour cette occasion se trouve la reproduction du tableau d'Edgar Degas, chevaux de course devant des tribunes, de l'année 1879. Ces derniers est complété par des photos des véritables compétitions hippiques de Liptovský-Mikuláš et la remise des prix aux vainqueurs de la part des auteurs dont les œuvres ont été mises aux enchères à Bratislava. Alex Mlynarczyk a continué à organiser des fêtes. Le commencement de juin 1971, une de ces fêtes actions les plus débridées, on peut être dire aussi un ethnique collectif, sous le titre Sur tous les trains du monde, afin de protéger un tronçon en pleine forêt d'une ligne ferroviaire à voie étroite dans un coin oublié du nord de la Slovaquie. Après s'être entendu avec les personnes qui savaient manier cet équipement, ils ont renommé les différentes stations de cette ligne du nom de différents artistes slovaques et étrangers. Adamczyk, Cipri, Dittmann, Dobeš, Jakubík, Miralda, Nagasava, Nussberg, Urbášek, Želivská, qui tous ont pris part à cette aventure avec leurs installations. Au lieu de remplir les wagons de troncs d'arbres, comme d'ordinaire ils en transportaient, ils y ont mis des gens des villages, certains même vêtus de leur véritable costume régional, et des dizaines d'amis dans leurs vêtements les plus anciens, vintage, comme on dit aujourd'hui, qui s'étaient déplacés pour la circonstance. Le conducteur de la locomotive et le personnel de petit train aux différents arrêts portaient, bien évidemment, un uniforme. Cette fête fut partagée par tous les participants, y compris les employés de la ligne ferroviaire des bois et forêts et le personnel des administrations en question, donc Mlynarczyk avait dû obtenir l'accord pour que cette action puisse avoir lieu. On pouvait encore à cette époque sentir l'atmosphère légère et libérale des années 60, et les gens n'avaient pas peur de participer à des actions artistiques de ce type, ni d'aider à leur réalisation. Jana Želivská marcha dans les traces de Mlynarczyk pour la conception de ses propres actions. Sa grande fête collective, les fiançailles du printemps, qui eut lieu en 1970, reposait sur le mythe de la nature comme force de régénération. À cette action ont participé également Mlynarczyk, Urbášek et Adamczyk pour la partie musicale. Mais bien d'autres l'ont partagé. C'était à l'époque des jeunes gens inconnus qui jouaient de la flûte à bec et des jeunes filles coiffées des courants fleuris. Avant même les actions à l'extérieur de Mlynarczyk et de Želivská, Peter Bartoš portait un intérêt profond pour la nature en tant que tel et pour ses processus visibles et cachés. Il manifesta le désir d'y participer lui aussi. En décembre 1969, il diffusa à tous ses amis une annonce sur l'activité de la neige sur l'air et sur la terre qui durait tout l'hiver et se répéterait chaque année. En septembre 1970, il organisa sur une île de Danube, pas loin de Bratislava, l'action Activité sur le sable et la boue. Il y invita ses amis et des plasticiens débutants.
Pendant ce temps, le protagoniste de cet art du partage, Alex Mlynarczyk, continuait à explorer les diverses virtualités de ce type d'expression. Le 23 septembre 1972, réalisa la plus ambitieuse de ses réalisations, La Noce d'Ève. Il s'agissait d'une sorte de tableau vivant qui s'inspirait d'un tableau du peintre slovaque Ludovic Fula. Mlynarczyk s'est mis en quête de véritables fiancés et mit en scène leurs noces en s'inspirant de l'œuvre en question. Il était transporté en calèche dans les rues de Žilina. Pour mettre en valeur la connotation artistique de l'événement réel en rapport avec le tableau, il fit venir, pour servir de témoin à la fiancée, le critique d'art Jindřich Chaloupecký de Prague. Il fit venir aussi 11 autres artistes slovaques et étrangers afin qu'ils créent une œuvre pour l'occasion. Parmi d'autres invités de marque à cette noce particulière se trouvait Pierre Restany aussi. La noce d'Ève était emplie une insouciance vécue de la plénitude de la collectivité, exactement comme si tous les trains du monde. La fantaisie délibérée de Mlynarczyk avait mis au point la fête pour les deux parties en présence. De véritables futurs mariés avec leurs véritables invités, mais aussi des dimensions artistiques, et les autres ont vécu cet événement artistique véritables artistes. Les premiers ont vécu cette expérience enrichie de la dimension artistique et les autres ont vécu cet événement artistique enrichi de sa dimension humaine. C'est ainsi que la vie de l'art ont parfaitement coïncidé comme dans toutes les actions réussies d'Alex Mlynarczyk. Toutes les personnes en présence ont vécu un moment de partage. Si nous passons en revue les happenings, fêtes et célébrations diverses, l'auditeur est en droit de poser cette question. Comment leur réalisation a-t-elle été possible alors qu'elles ont eu lieu après l'intervention de l'armée des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie? Quant à moi, je qualifie la période des 4 premières années après l'intervention des armées étrangères de période force d'inertie culturelle. Au cours de l'année 1968, la priorité était pour les Slovaques de trouver une solution à la question de la fédéralisation de l'État, et cette question concernait d'ailleurs tout autant la sphère des arts plastiques. Le résultat, toute la République s'était fédéralisée. La conséquence directe en était la création de 2 ministères distincts de la culture, le tchèque et le slovaque. Auparavant, il n'y avait qu'un. Cette situation ralentit la normalisation dans les sphères culturelles en Slovaquie beaucoup plus que dans la partie tchèque où elle se faisait sentir. Dans la capitale de l'État, à Prague, où toutes les institutions de l'État, politiques et culturelles avaient leur siège, la censure était bien plus forte et sensible qu'en Slovaquie. Non seulement les initiatives personnelles des jeunes artistes, mais même et surtout les expositions officielles organisées par les commissaires slovaques, en Slovaquie et en dehors, au tournant des années 60 et 70, toléraient encore une orientation néo-avant-gardiste très forte en matière d'art. Mais cette situation ne pouvait pas durer. La pression des idéologues de Moscou et des communistes slovaques qui leur étaient inféodés dans les fonctions dirigeantes des institutions officielles conduisit à un changement radical. À l'automne de 1972 furent organisés des congrès de toutes les disciplines artistiques, aussi celles des artistes plasticiens. Les jeunes artistes progressifs ne purent l'ignorer. Le congrès traita la création de poussées de l'art bourgeois dans un environnement socialiste et les exclut comme membres de leur organisation, ce qui leur fit perdre leur statut officiel d'artiste.
C'est avec cette grande fête somptueuse, la noce d'Ève, que se conclut la période d'insouciante liberté plastique des années 60 en Slovaquie. Cette aventure était l'œuvre la plus suggestive de la scène plasticienne, l'alternative, la plus libre et la plus ouverte. Ceci est d'autant plus digne d'attention si nous réalisons que l'approche à grands pas là le glas de toutes les possibilités pour les auteurs d'avant-garde et la résonance de leur création en Slovaquie dans la décade qui va suivre. Pierre Stani écrit dans sa monographie d'Alex Mlynarczyk sur les temps qui ont suivi la joyeuse fête. Je cite. Quelques jours plus tard, les collègues ont exclu notre artiste de l'Union des artistes slovaques sans lui donner la raison officielle. C'est plus tard dans une publication du congrès en question, qui n'est parue qu'en 1974, qu'il a appris que sa création était décadente et asociale. À partir de là, l'œuvre d'Alex Mlynarczyk disparut de l'espace public. Il se consacra dès lors essentiellement à un autre projet, Argilia, sa terre rêve, son pays utopique, mais ceci est une autre histoire. Il présenta néanmoins ses œuvres collectives à plusieurs reprises au cours de ses séjours à l'étranger, notamment à Paris. Si ces derniers ont un pendant ici, en Slovaquie, leurs participants sont soit seulement des artistes et critiques d'art ou alors quelques amis proches. C'est le cas de l'hommage à Rousseau, par exemple. C'est d'une façon complètement différente qui a fonctionné dans la communication un autre artiste contemporain slovaque, Julius Kohler. Il a tamponné ces annonces avec les lettres d'un jouet pour les enfants sur les cartes de correspondance et puis les a distribuées ou les envoyées à des amis. Il s'est tenu à cette forme de communication partagée de façon inconditionnelle par ses amis et copains tout au long de ce qu'on a appelé la normalisation des années 70 et 80. Il a réagi à l'invasion des armées du pacte de Varsovie en 1968 par une annonce. Le choquialisme, mystification permanente, illusionnisme, et l'envoi à ses amis. Il travailla fort longtemps sous l'acronyme UFO, l'acronyme en français est OVNI, sous lequel il inventa des dizaines de propositions. Il exprimait ainsi l'absurdité de la situation de la société et de son propre destin. La plus grande partie de ces propositions a une connotation politique, telle par exemple UFO, Université d'une fantastique occupation, ou encore SOS, sujet occupé par le socialisme. Le récépissé du télégramme portrait la mention intraduisible, ou Meunier, c'est art non, en traduit, il n'y a pas ou plus d'art en Tchécoslovaquie. À la différence d'Alex Mlynarczyk ou de Jana Želivská, Julius Kohler est issu d'un milieu modeste. Il n'avait pas les moyens financiers de voyager à l'étranger et ne connaissait pas de personnes influentes, pas même d'artistes plasticiens, ce qui était évidemment un gros désavantage à la fin des années 60, lorsqu'il débuta. Il était un outsider complet du point de vue social. Le fait qu'aucune rupture véritable ne se soit produite dans sa vie jusqu'à l'année 1972, parce que son œuvre était presque inconnue, fut dans une certaine mesure un avantage. Maintenant comme avant, il était à la marge de la société, mais il créait sans arrêt, quoique avec discrétion. Même ses tentatives d'art vécu, de partage et d'expériences communes sont restées modestes.
Lors de son exposition personnelle qui a eu lieu en 1970 dans la galerie des jeunes de Bratislava, à Bratislava, il exposa au milieu d'une pièce une table de ping-pong et il joua au ping-pong avec les visiteurs de son exposition. Il consacra toute sa vie à des cercles d'art d'amateurs qui lui rapportaient fort peu et il débattait avec eux sur les sciences d'art. Certains de ses disciples poursuivent une formation aux beaux-arts, sont devenus eux-mêmes des artistes professionnels. Lubomír Ďurček suivit les ateliers impartis par Koller pendant l'été avec d'amateurs, où il créait des œuvres communes, des actions plutôt timides. Ďurček travailla plus tard comme professeur d'art plastique dans une école secondaire spécialisée dans l'art graphique. Il était en contact permanent avec des adolescents dont très probablement l'insolence influença sa création dans sa radicalité. Ceci a été réalisé dans des espaces publics ou parfois au contact de certains amis. Il donna à ses œuvres des noms neutres, mais leur signification est plus évidente. Pour l'action mouvement horizontal et vertical, il choisit la très animée rue Obchodná en plein centre de Bratislava. On ne sait pas si quelqu'un y a compris quelque chose, s'il y eut du partage, mais lui entend de côté s'y efforça. Courbé en avant, il avança sur ses mains de façon que ses paumes touchaient le sol. Cette posture risquée du point de vue de son équilibre statique délivrait un message artistique. L'objectif de se rapprocher de la réalité authentique, pas de la fausse, que les citoyens affrontaient tous les jours en Tchécoslovaquie au temps de la normalisation. L'année suivante, il rendit visite à ses amis. Lorsqu'il lui ouvrit la porte, il leur fit un grand sourire qui fit apparaître dans sa bouche le titre journal communiste officiel, Pravda, la vérité. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver un cercle de jeunes gens qui désiraient réaliser leur action en public. C'étaient les amateurs. Et plus la formation académique des beaux-arts leur faisait défaut, plus il était audacieux. Sous la direction de Jan Budaj, qui était mathématicien, mais n'avait pas terminé ses études, ils fondèrent la Société temporaire d'une vie intensément vécue. Lubomír Ďurček a collaboré avec eux. Les activités de cette société avaient un caractère hautement politique. Il n'est pas surprenant que ses membres aient eu des problèmes avec la sûreté de l'État, la police secrète donc. Mais tous les membres de la scène artistique non officielle en avaient à un moment donné, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été exclus de l'Union des artistes slovaques. Cependant, les membres de la Société temporaire de vie intensément vécue n'étaient pas de véritables artistes, mais de simples laïcs. Voilà pourquoi il semblait encore plus dangereux pour un régime totalitaire. Leurs activités avaient pour but d'attirer l'attention sur l'absurdité de la vie dans le socialisme et de faire partager ce sentiment à un maximum de gens. Il avait ainsi accroché dans l'espace public de Bratislava une grande banderole munie de l'inscription suivante: le transport aérien est le moins cher, où il faisait sur une banderole du même acabit l'annonce canulaire d'un concert de Bob Dylan avec la groupe ABBA. À l'époque où les gens ne pouvaient pas voyager librement à l'étranger, il n'existait en Slovaquie que 2 lignes aériennes intérieures et où les concerts de groupes
en provenance de l'étranger capitaliste ne pouvait pas se produire en Tchécoslovaquie, on peut imaginer l'effet qui firent des annonces comme celle-là, venues d'un autre monde pour quelques jours avant que la police d'État ne les dissipe. Ils ont poursuivi leur activité. Par exemple, en 1979, ils attachèrent un de leurs membres avec des cordes épaisses à la grille de la bibliothèque du marxisme-léninisme en plein centre de Bratislava. Les gens qui passaient autour ne pouvaient faire autrement que partager cette situation. Auparavant déjà, les acteurs de la performance collective, La Ruelle, œuvre de Jan Budaj, sont restés allongés dans une ruelle étroite entre l'hôtel de la ville d'aujourd'hui et l'hôtel de la ville historique. Sans doute que les passants autour ne comprenaient-ils pas tout le message de cette action dans toute son ampleur, qui témoignait surtout pourtant de la situation sans issue de tasses de jeunes gens, tout au long de ce qu'il est convenu d'appeler la normalisation. Mais ces passants étaient obligés ou enjamber des corps étendus ou de les contourner, en tout cas de partager cette situation mise en scène. Nul ne pouvait rester indifférent. Jan Budaj, par ailleurs, devint plus tard une figure de proue de la révolution tendre en Slovaquie en novembre 1989. Aujourd'hui encore, il a une activité politique. Le cercle de jeunes gens qui ont souhaité faire partager ce sentiment s'est allergi avec le temps. L'archéologue Ladislav Snopko a organisé des concerts de musique rock au cours des années 80. Il y fit venir des musiciens qui, en pays tchèque, étaient interdits de scène. La fédéralisation du pays a rendu possible cette situation paradoxale. Enhardi par le succès de cette action, il organisa alors de grands concerts à l'extérieur de l'amphithéâtre ou des grandes halles des sports, qu'accompagnaient les présentations et des expositions d'artistes tchèques et slovaques que le régime politique mettait de côté. Le public, de cette façon, partageait le sentiment complexe d'une liberté de l'art qui ne soumettait pas aux exigences des idéologues. Il était tout à fait évident que Ladislav Snopko et ses amis, parmi lesquels on trouve aussi Jan Budaj, ainsi que les sociologues Fedor Gál, Martin Butora, Sonia Somolani et bien d'autres, ont fondé, 2 jours après la manifestation des étudiants à Prague, qui a eu lieu le 17 novembre 1989, la Révolution tendre, le comité de coordination du public contre la violence. C'est cet organe qui a pris la tête de la révolution tendre en Slovaquie. Parmi les articles qui a décidé se trouve notamment d'abolition d'article 4 de la Constitution de la République, qui notifiait le rôle dirigeant du Parti communiste. Cette exigence hardie a même surpris le cercle des chartistes de Prague autour de Václav Havel. Ils ont accepté, l'ont notifié lors des débats et discussions avec le pouvoir en place qui ont abouti à la victoire de la révolution tendre, comme on rappelle en pays tchèque, la révolution de velours. Ladislav Snopko avait entendu parler d'Alex Mlinačík et des grandes fêtes des années 60 et 70 et il s'en inspira. C'est une manifestation grandiose que le public contre la violence réalisait suite à des discussions avec Martin Butora, devenu plus tard le conseiller de Václav Havel et l'ambassadeur de la République slovaque aux États-Unis, en choisissant la journée des droits de l'homme, le 10 décembre 1989. Un défilé manifestation sur l'autre rive de Danube, derrière le rideau de fer. Ils s'appellèrent Ahoj Europa, ça veut dire Salut l'Europe.
À l'époque, cependant, il était important que non seulement le gouvernement tchécoslovaque, mais également le Parlement et le gouvernement autrichien acceptent, à titre exceptionnel, que les citoyens franchissent la frontière sans visa ni passeport. Et c'est ainsi que 150 000 citoyens se sont mis en route pour le village voisin de Hainburg afin de pouvoir contempler leur patrie libérée à partir de l'autre rive de Danube. Chemin faisant, ils coupèrent des restes des barbelés du rideau de fer qui, heureusement, n'étaient plus électrifiés. Le jeune artiste Daniel Brunovský a créé un cœur symbolique. Et ce signe-là, Václav Havel utilisait volontiers lorsqu'il a posé sa signature. Au milieu de la rivière flottait une embarcation à partir de laquelle les gens entendaient les conversations et les exclamations tant d'une rive que l'autre. C'est grâce à son expérience d'organisateur de concerts que Ladislav Snobko a pu concevoir ce lieu. Déjà en tant que ministre slovaque de la Culture, Ladislav Snobko, après cet événement, est devenu le ministre, avait proposé à Alex Mlynarczy de créer une installation sur l'esplanade du château de Bratislava pour le symposium Les minorités en politique qui a eu lieu en 1991. Le résultat de cette exposition fut le tapis d'honneur, hommage à Václav Havel, âme et tête penseuse de la Révolution tendre et qui participa personnellement au symposium. Alex Mlynarczy conçut de recevoir toute l'allée d'accès de larges coupures des journaux et traiter de la démocratie et des droits de l'homme. Les personnalités officielles, membres du gouvernement, du Parlement et les participants invités au symposium ont tout foulé cette allée, ainsi que tous les citoyens qui avaient accès aussi à cet événement. L'art du partage a aussi pris tout son sens. Chers auditeurs, c'est par une évocation d'une œuvre dédiée à Václav Havel, président respecté de notre République tchécoslovaque commune, dont la Slovaquie a fait partie des décades durant, que je termine symboliquement ce parcours rapide. Je tiens enfin à faire remarquer qu'il y a bien plus évidemment dans cet art de partage que je n'ai pas pu mentionner dans le temps qui m'est imparti. Mais il serait vraiment intéressant de créer un catalogue de l'art du partage en Slovaquie. Certains d'entre eux que j'ai peine mentionné brilleraient par leur originalité. Par exemple, lorsque Peter Bartoš a croisé, selon un concept artistique qui lui est propre, des espèces de pigeons dont il a fait une nouvelle race de pigeons et obtenu un certificat. Plus tard, il a présenté cette race à une exposition d'animaux domestiques et a trouvé pour cette nouvelle espèce des éleveurs qui aujourd'hui encore partagent cette conception pacifique. D'autres choses à dire aussi sur Julius Kohler, qui a conçu et réalisé un questionnaire vivant avec des enfants. Ladislav Snobko l'a publié d'une façon prophétique sur la couverture du bulletin paru en samizdat de concerts de cycle Liens et Contacts qui a eu lieu le 17 novembre 1989, le jour même où à Prague commençait à la révolution de velours. Je n'ai pas non plus nommé toutes les œuvres de Alex Mlynarczy, de Jana Želivská, de Lubomír Ďurček, de Jan Budaj, de Ladislav Snobko. Je n'ai pas non plus mentionné de l'art partage d'autres auteurs, Otis Laubert, Vladimír Kordoš, Igor Peter Meluzin, Peter Kalmus, Michal Murin et ses amis de Studio RT. Je compte bien que l'avenir me fournira l'occasion de parler d'eux et d'enrichir de leurs œuvres ce parcours. Merci beaucoup.
Oui, oui, excusez-moi de mes fautes en français, oui. C'était très clair et merci. Est-ce que quelqu'un a une question